Bonjour à tous, merci de nous recevoir, bienvenue dans toute une histoire. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. L'amour physique entre deux êtres qui s'aiment est un moment d'abandon. Faire l'amour, c'est se donner à l'autre, lui offrir ce qui n'a pas de prix, à savoir nous-mêmes. Mais quand le don laisse place au vol, quand les coups remplacent la tendresse, quand l'autre arrache par la violence ce qu'il désire, l'amour cède la place à l'horreur, à l'indicible, en un mot, au viol. Chaque année, environ 50 000 femmes sont violées en France. Comment se reconstruire après un viol? Comment reprendre une vie amoureuse après un traumatisme? Pourquoi est-ce nécessaire de dire ce qui s'est produit et de ne surtout pas le garder pour soi? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans toute une histoire. Je vous présente nos invités. Samira, bonjour. Bonjour. Vous avez été violée par un inconnu il y a 4 ans, alors que vous étiez en train de faire votre jogging dans un parc. L'histoire ne s'arrête pas là, parce que vous ne pouviez pas supporter l'idée que cet homme fasse d'autres victimes. Vous vous êtes retourné courir sur le même lieu pendant 1 an, sur le lieu de ce crime, et vous avez réussi à faire arrêter ce violeur qui, dans ce parc, continuait à traquer des femmes. Vous êtes une héroïne. La police, au début, n'a pas souhaité donner réponse à votre demande. Elle trouvait que faire la passe, c'était trop risqué, sans doute. Vous l'avez fait quand même. Et cet homme est aujourd'hui arrêté. En fait, il avait violé plus de 7 femmes et il en avait tué une. Regardez ce reportage. Voilà, c'est à cet endroit-là qu'il s'est arrêté. Il était en scooter et il a mis son scooter en travers de mon chemin, juste ici. Et moi, je passais comme ça. Et il m'a dit « Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir l'heure ?» Il était 18h46. Je lui ai dit 18h et j'ai pas eu le temps de dire 46. Il s'est jeté sur moi en me tirant comme ça. Et puis il m'a jeté par terre à cet endroit-là. J'ai été traînée, projetée par terre, retournée, re-retournée, violée. Je lui ai dit « Promets-moi que je vais revoir ma mère ce soir ». Il a été surpris de ma réaction. Il m'a regardée et il m'a dit « Je te le promets ». Au bout de 15 minutes, le violeur prend la fuite. Choquée, Samira trouve le courage d'aller au commissariat et de porter plainte. Puis elle rentre chez elle. Et pendant 4 ans, elle ne parlera ni à sa famille, ni à ses amis de ce qui lui est arrivé. Entre le moment de mon agression et le procès se sont écoulés 4 ans et demi, presque 5. Et pendant tout ce temps-là, je me suis tue. C'était la seule façon que j'avais trouvée pour ne pas faire de mal autour de moi, pour ne pas faire de mal à mes proches et pour continuer à vivre normalement. Il y a eu des soirs où vivre était presque insurmontable et je savais pas comment me délivrer. Ouais. Il y a des jours où j'avais des idées noires. 6 mois plus tard, en lisant le journal, Samira apprend qu'un nouveau viol a eu lieu dans le secteur. Elle en est sûre, son violeur a encore frappé. Je me dis, il a récidivé. Et je suis sûre, c'est le même, j'en suis certaine. Mais le fait de savoir que d'autres filles pouvaient vivre la même chose, ça m'a mis vraiment en colère. Il fallait faire en sorte que ça s'arrête. Et comme j'étais sûre que c'était le même et que je savais comment il était, je me suis dit qu'il allait retourner dans le même secteur et que moi aussi j'allais y retourner. Samira alerte la police et propose de servir d'appât. Devant le refus des enquêteurs, elle s'entête et met au point son scénario seule, malgré le danger. Tous les soirs, j'y suis allée sans rien, sans téléphone, sans bombe lacrymogène. J'y suis allée avec ma simple envie de le retrouver. Je courais, comme d'habitude, mais en même temps, j'étais à l'affût du moindre bruit dans les feuillages, du moindre bruit de scooter. Et je me disais peut-être qu'il est pas loin. J'avais l'intuition que je le retrouverais, j'avais surtout la certitude que je devais le retrouver. Et puis un jour, j'ai fini par croiser son chemin. Grâce à sa persévérance, Samira a retrouvé son violeur. Il est arrêté par la police, elle ne le reverra que lors du procès. C'est toujours un moment très particulier de revoir son agresseur. Il y a un mélange de tristesse, de haine. Pendant le procès, il lui arrivait de verser quelques larmes, mais ces quelques larmes étaient visiblement destinées à son sort.
Il n'a pas exprimé de regret pour les victimes, il est resté froid et hermétique. Pour avoir violé 8 femmes et tué une jeune fille de 15 ans, ce violeur en série a été condamné à perpétuité. Il ne sortira pas de prison avant 30 ans. C'est fini. Il est condamné. J'ai été reconnue en tant que victime. On a été reconnus en tant que victime et puis maintenant il faut avancer. La vie recommence. En fait, je me dis que dans une vie, il y a plusieurs vies. Mon ancienne vie est terminée, aujourd'hui c'en est une nouvelle. Et dans cette nouvelle vie, il faut que j'accepte l'ancienne. Voilà, et ça c'est grâce à vous, Samira. Ça me fait bizarre de revoir ces images. De vous repasser le film, vous ne pensez pas qu'il y aurait un tel dénouement il y a encore quelques années, j'imagine? Je revis toute cette histoire, mais en tant que spectatrice, alors que je l'ai vécue intérieurement. En tant qu'actrice. Voilà. Ça fait plaisir de vous voir sourire, en tout cas. Ah, mais je souris toujours et je me dis que ne pas sourire, ça serait reconnaître qu'il m'a blessée. J'ai pas envie de reconnaître qu'il ait pu, ne serait-ce que toucher à ma vie. Personne ne peut savoir comment il réagira face à une agression. On essaye tous de pouvoir s'en protéger. Et vous, pour vous en protéger, vous avez essayé d'entrer en contact avec lui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Comment vous avez essayé de mener la conversation? Alors en fait, je me retrouve donc par terre. Je me dis, il n'y a personne qui va passer à cette heure-ci. C'était dans les bois et j'avais plus qu'une seule chose à faire, c'était lui parler pour gagner un peu de temps, pour essayer de me dire, je vais peut-être m'en sortir et peut-être me laisser la vie sauve. Vous lui avez dit comment vous vous appeliez aussi? Je lui ai dit comment tu t'appelles. Il m'a donné un faux prénom. Et puis je lui ai dit, je l'ai appelé par son prénom. Je pensais que c'était le vrai prénom. Je lui ai dit, s'il te plaît, laisse-moi la vie. Ce soir, je veux revoir ma mère. Il était surpris? Bah oui, il a été surpris et je lui ai fait promesse. Je lui ai dit, promets-moi, promets-moi. Il m'a demandé mon prénom, il l'a répété et il m'a dit je te promets, tu reverras ta mère. Est-ce que vous réalisiez ce qui venait de se passer au moment où cet homme est parti en courant? Non, j'ai mis énormément de temps avant de réaliser que j'avais été agressée. Et d'ailleurs aujourd'hui, j'ai encore un petit peu de mal. C'est pas facile de prendre conscience de ce qui nous est arrivé. C'est très très difficile. Vous avez d'abord été à la police, vous avez fait les examens qu'il fallait faire. Voilà. Donc là, les preuves étaient consignées, à savoir des traces d'ADN de cet homme, qui pouvaient ainsi être identifiées par la suite. Simplement, les histoires ont traîné. Cet homme a visiblement été prudent, ou n'a pas été pris en tout cas. Et on peut dire que votre histoire a quasiment été classée. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de suite, jusqu'au moment où vous tombez sur un article de journal. Jusqu'à ce moment-là, comment vous en aviez parlé dans votre entourage? J'en ai parlé à personne. Donc je me suis fait agresser. J'en ai parlé uniquement à mon ami. En bref, qui n'a pas trop réagi. Et puis... Vous avez prononcé le mot de viol? Non, c'est un mot que j'ai du mal à prononcer encore aujourd'hui. Je lui ai dit, je me suis fait agresser. Je l'ai appelé du commissariat, bon bref. Et puis ensuite, j'ai continué à vivre comme si de rien n'était. Et j'ai reçu au mois d'août, donc je me suis fait agresser en mars, j'ai reçu au mois d'août un papier du procureur disant que le dossier était classé sans suite. On peut continuer à vivre comme s'il ne s'était rien passé, véritablement, avoir des relations amoureuses, continuer sa vie d'avant? Non. On a beau faire semblant, essayer de ne pas montrer qu'on est touché, on est forcément touché, marqué, et ô combien. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre relation avec votre compagnon? Bien, j'attendais beaucoup de réconfort, il ne comprenait pas ma façon de réagir parce que j'étais distante. J'avais peur, j'avais besoin qu'on me comprenne et il ne comprenait pas. Il y avait vraiment un problème de... Qu'est-ce qu'il ne comprenait pas? Il ne comprenait pas que je puisse être si distante et que je puisse être aussi... Traumatisée par ce qui vous était arrivé. Aussi nerveuse. Mais il a compris qu'il s'agissait d'un viol, même si vous n'avez pas prononcé le mot? Il a compris, oui. Oui. Même vis-à-vis de lui, vous étiez gênée par la suite? Oui. J'avais du mal à le supporter aussi. Il vous faisait peur? Indirectement? À travers l'image de l'autre, peut-être? Il me rappelait aussi mon agresseur, oui. Et pourquoi vous n'avez pas parlé à vos parents? Pour ne pas leur faire de peine. Et puis parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas comme ça, à table, ou... c'est pas un sujet facile. Votre petit ami est donc le seul à le savoir. Comment il a supporté que vous ne le supportiez plus?
il n'a plus supporté que je ne le supporte plus. Il est parti? Et donc, nous nous sommes quittés. Je pose la question aussi à Sébastien. Votre couple aussi a traversé une grave crise quand vous avez dit à votre femme ce qui vous était arrivé. Vous étiez en couple depuis combien de temps quand vous lui avez dit? Depuis 7 ans. Comment a-t-elle réagi? Surprise et dégoûtée à la fois, puisqu'elle pensait tout savoir de moi, donc j'ai en quelque sorte trahi sa confiance. Donc quand vous dites dégoûté, pas dégoûté par ce qui vous était arrivé, ça oui aussi j'imagine, mais dégoûté parce que vous ne lui aviez pas dit? Oui. C'est dur ça, parce que c'est encore de la peine qui se rajoute à la peine, j'imagine. Hein. Vous comprenez que le petit ami de Samira ait fini par partir? Le comprendre, non, mais c'est vrai que nous, ce qu'on vit, c'est très dur, mais quand on décide d'en parler, c'est très dur pour l'entourage. Donc ça a énormément de conséquences. Et c'est vrai que si la personne n'est pas prête, bon, on ne l'est jamais, mais il faut être solide et c'est pas donné à tout le monde, quoi. Quel regard vous portez-vous sur le départ de votre petite amie? On ne va pas lui jeter la pierre, mais on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je ne me remettrai jamais. Je ne comprends pas qu'il ait pu partir comme ça en me laissant alors qu'il savait que j'étais blessée, mais j'ai vraiment été blessée. Ouais. Et depuis, vous avez à nouveau rencontré des hommes? Oui, mais j'ai toujours un problème par rapport à cet abandon. Et je le vis toujours mal. 6 mois après votre agression, vous vous retrouvez donc seul, votre ami est parti, personne ne peut vous aider puisque vous n'avez rien dit à votre famille. Qu'est-ce qui vous donne la force de tenir? Bien, l'envie de vivre. J'avais envie de vivre, j'avais envie d'être comme tout le monde. Et puis, j'apprends par la suite que d'autres filles se font agresser. Alors je me dis, mais c'est pas possible, c'est le même. Parce que c'est dans le même secteur, hein, donc c'est dans un rayon d'1 kilomètre. Et puis après, je me suis trouvé une mission. Je me suis dit que j'allais le retrouver. Et c'était ce qui me faisait tenir. Culotté, hein? Oh, c'est risqué. D'abord, vous avez appelé la police, vous leur avez dit, voilà, je vais faire l'appât. Comme dans le film. Et ils vous ont dit quoi? Trop dangereux? Alors, je leur ai dit, après la mort d'une victime, je leur ai dit, écoutez, je suis sûre que c'est le même. Alors on m'a dit non, il y a des policiers qui sont sur l'enquête, il y a une quarantaine de policiers qui cherchaient l'agresseur. Et je leur ai dit, moi de toute façon, je vais faire l'appât, je vais faire la chèvre. On m'a dit que j'étais folle. Je leur ai dit, peut-être, mais ça fait un moment que ça dure et j'en peux plus. Et donc, je décidais tous les soirs, après ma journée de travail, de mettre mes baskets, mon collant, et d'aller courir au même endroit. Et je me suis dit, peut-être qu'un jour, je retomberai sur lui. Et pendant 1 an, vous avez été courir quasiment tous les jours? Pendant voilà. 1 an, vous l'avez cherché, et au bout d'1 an, vous l'avez trouvé? Voilà, au bout d'1 an, je me retrouve nez à nez avec lui. Vous êtes toute seule, là? Il n'y a pas de policier pour vous protéger, il n'y a personne? Je me dirige vers mon lieu d'habitation, et il me suit au pas, il était donc derrière moi. Ouah, quelle angoisse! Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas rentrer chez moi. Et puis, comme je ne savais pas si c'était vraiment lui, parce que c'était tellement énorme, je décide de faire demi-tour pour voir si c'est vraiment lui. Donc, je fais demi-tour et je fonce en sa direction, mais en colère. Et on se croise, mais vraiment à 1 mètre, encore plus près qu'ici. Je le regarde et c'est lui. Et là, il vous reconnaît, lui? Oui, il me reconnaît. Là, c'était indéniable, on s'est reconnus tous les deux. Qu'est-ce qu'il y avait dans son regard? De la haine. J'ai vu dans son regard que j'allais mourir. Et j'ai couru. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je me suis mis en travers de la route. J'ai arrêté une voiture. J'ai ouvert la portière de la voiture. Et donc, j'ai demandé à une personne que je connaissais absolument pas de me raccompagner chez moi. Et je suis rentrée chez moi, j'ai alerté la police en donnant le signalement de l'individu, à quel endroit il était situé. Comment il était habillé? Voilà. Et peu de temps après, 10 minutes plus tard, on m'a dit qu'on avait arrêté la personne qui semblait être mon agresseur. Ils vous l'ont amené chez vous? Oui. Apporté. Et qu'est-ce que vous lui avez dit quand vous l'avez en face de vous? Mais en fait, je rêvais pendant quasiment 1 an, je rêvais de lui redemander l'heure. Parce que quand il m'a agressée, il m'a demandé l'heure. Alors on me l'a porté, entre guillemets, devant chez moi.
Et puis je lui ai dit, alors, il est quelle heure? Il n'a pas apprécié. Et je lui ai dit, mais il me semble qu'on se connaît. Il a dit non. Je lui ai dit que moi, je le reconnaissais bien. Et donc, on s'est expliqué au commissariat. Donc au commissariat, la confrontation prouve qu'effectivement, puis ensuite les tests, etc., que c'est bien lui qui vous a violé. L'enquête continue, on s'aperçoit que cet homme a violé au moins 6 autres jeunes filles et tué l'une d'entre elles. Savoir que vous n'êtes pas la seule victime dans ces cas-là, qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que vous vous sentez moins coupable, comme se sentent souvent les gens violés, comme s'ils avaient été désignés par la main du diable, que ce n'était pas tombé sur eux par hasard? Alors moi, je me suis, bizarrement peut-être, jamais sentie coupable. J'étais plutôt en colère de savoir qu'il pouvait faire du mal à d'autres personnes. Et ça ne m'a pas rassurée de savoir que d'autres personnes avaient subi ce que j'avais subi. Et ça m'a plutôt donné justement cette rage, cette hargne qui a fait que tous les soirs, j'y suis allée. Et votre agresseur a été condamné à la prison à perpétuité avec une peine de 30 ans de sûreté. Donc pendant 30 ans, il ne sortira pas de prison. Ça représente quoi pour vous, ce verdict? Un soulagement. Enfin, c'est la peine maximale en France, donc je ne pouvais pas espérer mieux. Mais je me dis quand même, 30 ans, il va avoir 61 ans si jamais il sort, et voilà. Martine Nice, vous êtes thérapeute familiale et notre spécialiste aujourd'hui. Quelle peine encourt un violeur en moyenne quand il passe devant un tribunal en moyenne? 15 à 20 ans d'incarcération, plus maintenant une peine de suivi socio-judiciaire, c'est-à-dire une obligation de se soigner. S'il ne se soigne pas, il retourne en prison, à la sortie de prison. Là, il y avait un meurtre en plus qui explique évidemment la durée de cette peine, perpétuité. Oui, la perpétuité qui est effectivement qui remplace l'ancienne peine de mort. Et effectivement, ensuite à la sortie, il faut prévoir les récidives si jamais ce type de personne ne s'est pas soigné, c'est-à-dire si ce type de personne en prison n'a pas compris les raisons de son acte, et à ce moment-là, l'obligation, depuis 2004, de cette peine de suivi socio-judiciaire. Je reviens sur les premiers risques qui ont été pris pendant le viol lui-même, le fait que Samira ait discuté avec son violeur, qu'elle ait créé le contact avec lui. Est-ce que c'est fréquent comme réflexe? Chaque fois que j'ai entendu parler d'une histoire de viol qui se soit terminée de cette façon-là, c'est-à-dire que la personne a fini par réussir à retrouver son violeur, etc., j'ai remarqué qu'elles avaient parlé de la mère. Bon oui. J'ai eu l'occasion de m'occuper d'une jeune femme qui avait été victime de Guy Georges, et elle a parlé aussi de la mère. Que va penser ta mère de toi? Peut-être qu'à un moment donné, une phrase peut venir résonner et calmer un peu... Moi, ce que j'entends quand on lui parle de sa mère, c'est lui rappeler qu'il a été un petit garçon, lui rappeler que c'est un humain, enfin le remettre dans sa condition d'humanité. Qu'il est sorti d'un corps comme ça, il a été mis au monde par une femme. Bien sûr, parce que le trouble de la sexualité qui fait qu'on transforme une femme en proie au lieu d'avoir du désir pour elle et de le partager, ça vient de très loin. Sébastien, vous avez été violé étant enfant par un homme qui s'est suicidé avant d'être jugé. Le fait qu'il n'ait pas été jugé, qu'est-ce que ça change pour vous aujourd'hui? Beaucoup de choses, puisque dans ce genre d'histoire, ce qui est important, c'est justement le procès. Parce que ça nous permet de mettre un point final à notre action un point final et un point de départ aussi pour une nouvelle vie. Vous auriez souhaité cette confrontation, qu'est-ce que vous en attendiez? Pouvoir être confronté à lui, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas revu après, une fois que j'ai pris la décision de porter plainte, je ne l'ai pas revu. Donc pouvoir être confronté à lui et sortir toute la haine que j'ai contre lui. Vous voulez lui dire quoi? Qu'il a détruit ma vie. Qui m'a complètement détruit, alors que pour lui, il n'a jamais fait de mal. Et... C'est ce qu'il a dit, en tout cas. Oui. Ah oui. Ça ne l'a pas empêché de se suicider. Donc vous aviez 12 ans quand ça a commencé, et jusqu'à 16 ans, ça a continué. Vous avez subi donc les attouchements de l'un de vos professeurs. Pas seulement des attouchements, il y a eu viol caractérisé. Pendant plus de 10 ans, vous avez gardé le silence, donc cachant le secret à vos parents pendant votre adolescence, à votre femme ensuite, dans votre vie d'adulte. Et puis, tout d'un coup, tout est ressorti. Et tout a eu besoin de sortir. Et voilà ce que ça donne. Non, mais là, il y a quand même des choses à voir. Donc ça, c'est avant, ça se passe. Là, c'est pendant. Et là, regarde, une fois que les viols se sont arrêtés, j'ai essayé de prendre soin de moi, un petit peu. C'est impressionnant. Je dirais pas trop la même personne, quoi. Comment c'est possible, ça? Tu te rends compte de la différence? Forcément, je me dégoûtais tellement que je me laissais aller.
Et j'avais qu'un refuge, c'était la nourriture. Et puis même, j'avais pas envie de plaire, puisque la seule personne à qui je plaisais vraiment, c'était à lui, qui n'arrêtait pas de me dire « tu es beau, je t'aime ». Ça fait peur, quoi, de voir une telle destruction. Sébastien a été violé par l'un de ses professeurs entre 12 et 16 ans. Proche de la famille, l'homme le violait au collège comme chez lui, après des cours particuliers. Sébastien enfouit ce secret et ne brise le silence que 10 ans plus tard en l'avouant à sa femme, Séverine. Depuis, ce qu'il a vécu refait surface. C'est vrai que dès que j'arrive à un endroit où il s'est passé quelque chose avec lui, c'est vrai que de suite je me projette et je me vois comme si j'étais spectateur. Ça me fait bizarre parce que tout en traversant l'aire d'autoroute, j'ai des visions sur des places de parking. Je vois très bien le camping-car dans lequel il était venu me chercher pour partir en week-end. Je le vois très bien stationné sur une place, tous les rideaux fermés. Et pendant les viols, j'étais plus rien. Je ne parlais plus, je bougeais plus, je me laissais faire complètement. La poupée de chiffon, c'est vraiment l'image qui ressort et l'état dans lequel j'étais, parce que j'avais qu'une envie, c'était vite qu'il arrive à ses fins et qu'une fois que c'était terminé, je partais le plus rapidement chez moi pour essayer d'oublier, me nettoyer et passer à autre chose. Envahi par la honte et la culpabilité, Sébastien ne parvient pas à parler des viols. Il s'isole et tente d'oublier les actes sexuels imposés en se purifiant. Je me rappelle d'une fois, c'était chez lui, où après j'avais 20-25 minutes de marche. Tout le long, c'était, je me frottais la bouche, je crachais tout le long. Je crois que j'ai craché de chez lui à chez moi. Et dès que je suis arrivé chez moi, c'était la douche, quoi. Il fallait... je pense que je devais avoir la bouche toute rouge à force de vraiment frotter pour... Et puis, je restais pas mal, la tête sous le robinet pour... je sais pas, pour essayer de lever toute trace, parce que j'avais l'impression que ça se voyait, que ça allait se sentir, parce que c'est vrai que moi, je sentais une odeur, son odeur sur moi. Pour moi, c'était visible comme si on te mettait du maquillage ou là, je sais pas, c'était un acte, je redevenais normal. Il y a 2 ans, après avoir tout raconté à sa femme, Sébastien dénonce son agresseur, mais celui-ci se donne la mort pendant l'enquête. Martine, présidente de l'association qui a aidé Sébastien à porter plainte, continue de soutenir le couple dans cette passe difficile. Où vas-tu depuis la dernière fois? Ça va, ouais. Toujours quelques petits hauts, quelques petits bas, mais... Et toi? Moi aussi, pareil, quoi. Ça, par moments, ça remonte. Ouais. C'est difficile pour toi? Un peu. Ouais. C'est vrai qu'on attendait le procès pour vraiment entendre le mot coupable, quoi. C'est clair que c'est très difficile. C'est vraiment atroce, quoi. Après, on en vient vraiment à éprouver du dégoût pour l'homme. Donc forcément, les conséquences... Des conséquences pesantes au quotidien. Non, mais toi, tu as pris tout ça d'un coup, c'est clair. Et ça m'a détruit moi. Ça a détruit ma vie, mon couple. Ça a tout détruit. J'ai une relation avec l'individu qui est complètement faussée, quoi. Elle est, je dirais même pire, parce que avec les hommes, j'ai pas d'amis hommes. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est voir vers l'avenir et profiter un maximum. Il a assez cassé de choses en moi, il a plus le droit. C'est quel genre d'homme? Un homme adorable pour tout le monde, parce qu'il était adulé. Il savait se faire aimer de votre famille? De la famille, mais de toute la ville, parce que c'est un homme qui est plus connu que le maire de la ville. Tout le monde le connaît, tout le monde l'aime, tout le monde... Comment les attouchements ont commencé sur vous? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors, comment ça a commencé? C'était à la fin d'un cours, où tous les élèves sont partis. Il m'a demandé de rester. Et au moment où je partais, il a mis sa main sur mon entrejambe. Mais ça a été très furtif, quoi, très...
Vous a regardé, vous a parlé? Oui, lui était à l'aise. Mais moi, j'ai baissé la tête, je suis parti. Mais j'ai pas relevé. Et ça a commencé comme ça, tout petit à petit. Parce que, en voyant que j'avais rien dit la première fois, bon, mais... Il a recommencé après les cours, comme ça? Oui. Et à chaque fois, de façon de plus en plus poussée. Toujours à l'école, dans l'enceinte de l'école? Oui, oui, dans l'école. Jusqu'à vous violer dans l'enceinte de l'école? Oui. Dans quelles circonstances? Le premier acte vraiment viol s'est passé dans une salle attenant une classe, pendant que le collège était fermé. Puisqu'il était tellement aimé qu'il avait même les clés du collège, de l'établissement. Un petit roi, quoi. Ah, c'est tout à fait. Ensuite, ça s'est passé chez vous? Oui. Comment il arrivait à le faire chez vous? Ah, mais très fort. Il y avait toujours un moyen, parce que ça s'est passé chez moi, mais ça s'est passé partout, dans la rue, au cinéma, dans la voiture. Et chez vous, devant vos parents, comment ça? Puis chez moi, c'était toujours un prétexte pour aller dans ma chambre, pour m'expliquer un exercice, pour voir si j'avais bien rangé ma chambre. Mais il se pensait tellement fort qu'il pouvait faire ça en sachant que quelqu'un pouvait pousser la porte de la chambre à n'importe quel moment? Oui, non, ça le gênait pas. À l'âge de 16 ans, quand vous avez quitté le collège, vous avez donc quitté l'enceinte où cet homme était roi pour partir au lycée. Oui. Il a quand même essayé de garder sa proie à portée de main? Pendant encore un an, il a essayé, puisque 16 ans, j'étais déjà au lycée. Il a toujours essayé de venir à la maison, puisque étant ami de la famille, il venait régulièrement. Il prétestait toujours des cours de soutien gratuits. Mais à un moment donné, moi, j'ai essayé de faire le maximum pour m'en débarrasser le plus vite possible. J'ai vite fait comprendre que les cours, ça suffisait. Mais bon, c'était... Vous avez essayé de lui faire peur à ce moment-là? À 16 ans, on a plus d'assurance qu'à 12? Non. Non, parce que pour moi, j'allais jamais en parler. Vous pensiez qu'on n'allait pas vous croire? Pas me croire, pas m'écouter. Puis après, il y a le regard des autres. Vous sentiez humilié, méprisé? Humilié, sale. Et puis, il faut être prêt à en parler, puisque moi, je sais que la première chose que j'ai dite à ma femme quand elle m'a dit « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» J'ai dit « Rien, tu n'imagines pas le mal que je vais faire. » Donc, il faut vraiment se sentir prêt. Donc, à 16 ans, j'étais très loin d'être prêt, quoi. Le mal que je vais faire, c'est-à-dire parce que quel mal? Le fait de casser tout ce faux ordre établi? Le mal autour de moi, de ma famille, le mal pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants. Vraiment, les premières personnes à qui j'ai pensé, c'est sa femme et ses enfants. Oui. Amandine, vous aussi, vous avez été violée dans l'enfance. Est-ce que, comme Sébastien, vous avez gardé le silence, vous aussi, pendant des années, est-ce que, comme Sébastien, vous vous sentiez coupable, trop coupable pour pouvoir parler? Donc déjà, j'avais honte, donc je ne pouvais pas en parler. Et en plus de ça, mes parents le connaissaient. J'avais 10 ans, donc j'étais petite, et je me disais qu'ils ne me croiraient pas, que j'avais inventé ça, ou je pensais qu'ils ne me croiraient pas. Quel âge avait ce voisin? Il avait 16 ans. Et qu'est-ce que vous connaissiez de l'amour à 10 ans? Rien. Rien. Je savais juste que les adultes avaient des rapports entre eux, mais que c'était les adultes qui faisaient ça et pas les enfants. Vous étiez consciente qu'il se passait quelque chose d'anormal, en tout cas? Oui. Mais sans pouvoir le dire? Non, je pouvais pas, j'avais trop honte. Et j'ai l'impression, quand on l'a pas dit la première fois... On peut pas le dire les autres fois. Dans un instant, on va écouter le témoignage d'Amandine. Vous savez ce qui est devenu votre agresseur depuis? Là, il est en prison. Il a quel âge aujourd'hui? 21 ans. Vous avez été victime donc d'un voisin violeur qui s'en est pris à d'autres filles, à vous, mais aussi à d'autres fillettes. Mais d'abord, regardez ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être. Vous formez un couple mixte et votre famille n'accepte pas votre conjoint. Vous envisagez de vous convertir par amour pour votre conjoint ou vous l'avez déjà fait. Couple mixte, vous vous opposez souvent à votre conjoint sur l'éducation des enfants. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission.
Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire de Séverine. Son mari s'est suicidé sur son lieu de travail 3 ans après leur mariage. Je ressens beaucoup d'émotions quand je viens là parce que je me dis qu'il est arrivé là vivant et qu'il est reparti d'ici à mort. Depuis, Séverine tente de refaire sa vie avec Alexandre, sans faire un trait sur son passé. Faut surtout pas que tu l'oublies parce que faut pas oublier les gens. Et je pense que nous, on aura certainement un jour nos enfants, donc je serai là. Tu me dis tout ça, ça me... j'ai envie d'y croire, et j'en ai envie, ça me met presque les larmes aux yeux. Et aussi l'histoire de Christelle, qui a perdu son mari dans un accident. Ils avaient 3 enfants que Jérôme, son nouveau mari, a décidé d'adopter. Je voulais les adopter presque dès le départ, de toute façon. C'était la preuve que tu nous aimais. Régulièrement, toute la famille se recueille sur la tombe du défunt. Je me dis toujours que de toute façon, il serait super content de ce qu'on a fait de notre vie, donc voilà quoi. Nous parlons de viol aujourd'hui et de la reconstruction après un viol. Bien souvent, les victimes se replient sur elles-mêmes et ne disent pas ce qui s'est passé. On estime qu'une personne sur 4 ne porte pas plainte après avoir subi ce type d'agression, ce qui était votre cas, Amandine, à l'époque. Vous aviez 10 ans, vous avez été agressée par votre voisin qui avait 16 ans. La première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelles circonstances ça s'est déroulé? En fait, je jouais devant chez moi et puis il est venu, il m'a demandé si je voulais faire une cabane avec lui dans les champs, parce que j'habitais à la campagne. Et donc moi j'ai accepté, j'étais contente parce que un grand, entre guillemets, voulait bien jouer avec moi. Et en fait, on n'a pas fait de cabane et c'est là qu'il a commencé à me poser des questions, à me demander si j'avais déjà eu des rapports sexuels. Donc moi, c'est là que j'ai commencé à prendre peur. Je me suis dit, mais pourquoi il me demande ça? J'ai 10 ans. Et après, c'est là qu'il a commencé, quoi. Donc ça s'est passé là. Et puis ensuite, il y a eu 2 autres fois. Donc environ 1 an et demi, 2 ans après. Donc ça a commencé par des attouchements. Il vous a demandé on ne va pas rentrer dans les détails, mais bref, de faire des gestes sur lui. Et sur moi. Et sur vous. Et 1 an et demi, plus tard, c'est devenu carrément un viol. Et ça s'est passé chez lui? Chez lui, oui. Comment il vous a attiré chez lui? De la même façon, j'étais encore dans la rue et puis il m'a dit de venir, mais je savais ce qui m'attend. Enfin, il m'avait déjà fait le coup une fois. Alors là, je m'en veux pour ça parce que je me dis que j'aurais pu éviter, j'aurais pu ne pas y aller, mais j'y suis allée. Et, mais en fait, c'est parce que j'avais peur et je me disais peut-être qu'il va raconter ça à tout le monde, ce qu'il m'avait déjà fait la première fois. Donc j'y suis allée. Il m'a fait passer par la fenêtre de sa chambre. Il a fermé la porte à clé de sa chambre. Il a mis de la musique et... Et vous aviez 12 ans? 11-12 ans, ouais. Comment vous avez vécu le moment présent? Très mal. Je me suis sentie seule. J'avais l'impression que j'avais plus de corps. Il s'était dédoublé. J'étais j'avais plus de corps, ouais. J'étais un objet. On se servait, on faisait ce qu'on voulait avec et puis après on le jetait. Et quand vous êtes partie, qu'est-ce qu'il vous a dit? De rien dire. Parce que sinon, il raconterait ça à tout le monde. Donc c'est là qu'on voit qu'il exerçait vraiment une pression et ça pouvait être que moi la coupable, en fait. C'est pour ça que j'ai rien dit. Et puis aussi parce que j'avais honte et puis je pouvais pas dire à mes parents papa, maman, voilà ce qu'il m'a fait, quoi. Quand on dit, Martine, que 74% des agresseurs connaissent leurs victimes, ça veut dire que 64%, que tous ces hommes-là, qui font les 74%, savent manipuler leurs victimes. Pas seulement leur entourage aussi. Leur entourage aussi. Ouais. Dans le cas de ce jeune homme, en fait, on voit bien que toute la famille, tout le village a été sous le charme. Hein, c'est vraiment, parfois ça peut être des enchanteurs et ça hypnotise. Et en l'occurrence, c'est 10 fois, 50, 100 fois plus difficile pour la victime d'oser casser le charme en disant « il m'a violée ». En général, quand ils sont petits, ils n'utilisent pas ce mot-là de viol. C'est très difficile à énoncer. Qu'est-ce qu'on dit à cet âge-là? Il m'a fait du mal, d'abord. Ouais. Et c'est après, on demande « t'as fait du mal où ?» Et à ce moment-là, ils arrivent à dire qu'ils ont été violés. Alors là, on est dans une autre forme d'emprise de la part d'un jeune homme qui était quand même assez jeune pour être aussi manipulateur, qui à 16 ans dit à une fille de 11-12 ans, ou 17 ans peut-être, il y a une fille de 11-12 ans. Attention, si tu dis quelque chose, moi je dirais ce qui s'est passé. Oui, mais tous les agresseurs sexuels, les violeurs adultes, ont commencé leur carrière, si je peux prendre cette formule, à l'adolescence. Je soigne des mineurs agresseurs sexuels, ils ont les mêmes techniques d'emprise que les adultes. Vous avez fait l'amour pour la première fois à l'âge de 15 ans, je veux dire de manière consentante. Comment vous avez vécu cette première fois?
Bah c'est ça, c'est à cause de ça que tout m'est revenu. C'est à cause de la première fois que... Vous vous êtes rendu compte que ce qui se passait là était peut-être normal et souhaité, et que justement ce qui s'était passé auparavant... Non, c'est-à-dire que j'ai dû faire des actes que j'avais vécus pendant le viol, et c'est comme si je m'étais tout repris en pleine figure. Et là, ça s'est très mal passé après. C'est-à-dire? Bah après, c'est là que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, à repenser au viol tous les jours, à en rêver la nuit. Vous en êtes où aujourd'hui de votre vie amoureuse? Bah, j'ai rencontré quelqu'un, ça se passe très bien, et ouais, ça va. Et vous, Samira? Ben, moi, j'essaie d'abord de mettre de l'ordre dans ma tête. Une fois que ça sera à peu près clean, j'essaierai de m'intéresser de nouveau aux relations amoureuses. Là, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Vous n'êtes pas prête encore? Non, non, je ne suis pas prête. Bien souvent, les victimes se replient sur elles-mêmes après un viol. On estime qu'une personne sur 4 ne porte pas plainte après avoir subi ce type d'agression. Regardez ce sujet un peu général que nous avons préparé sur le thème. Bien. Bonjour, donc on est en train de préparer la salle. On va procéder à l'examen dans quelques instants. Tenez, asseyez-vous là, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Ça s'est passé quand? Oui. C'est passé hier soir. En fait, toute la nuit, il m'a immédiatement touché, il a essayé de me pénétrer. Mais c'était affreux parce qu'il a sorti sa bite devant moi. Il a éjaculé sur moi. Franchement, je le souhaite à personne. Il y aurait en France plus de 50 000 viols par an, mais moins d'1% des victimes osent porter plainte. Quand elles le font, elles sont dirigées vers les unités médico-judiciaires pour subir des examens nécessaires aux enquêtes. Alors la police vous a envoyé là pour effectuer un examen, pour rechercher tous les indices. En particulier, essayer de rechercher des spermatozoïdes. Alors, la culotte, par contre, vous ne la reverrez pas, puisqu'elle sera... non, elle sera détruite par les analyses qui vont être faites. Voilà. Le viol reste un sujet tabou, mais les victimes parviennent aujourd'hui plus facilement à parler grâce à des services comme le numéro vert Viol Femmes Information. Viol Femmes Information, bonjour. On est très peu victimes de viols dans les parkings, en mini-jupe, à Pigalle. Arrêtons les clichés. La plupart du temps, on est violé par son père, son patron, son mari, un vieux copain, son frère. Et ça, c'est la réalité. Prenez votre temps. Dites-moi ce qui s'est passé exactement ce jour-là. Lors de l'appel, la première chose qu'on fait, c'est de les entendre, de les croire et de les déculpabiliser. C'est-à-dire qu'on va leur dire que ce qu'elles ont subi est bien un viol, que le violeur ou les violeurs sont les criminels et qu'elles n'y sont pour rien. En fait, moi, j'avais 22 ans. À l'époque, j'ai pas bien compris ce qui m'arrivait. Donc, pendant des années, j'ai fait comme s'il ne m'était rien arrivé. J'ai été victime d'un viol et donc ensuite, ça a failli tout arrêter, évidemment, y compris mon travail. Pour ne pas souffrir physiquement de ce qui se passe, mon corps s'est dédoublé de mon esprit. Ce qui veut dire que j'étais à peu près située à 1 mètre de moi. Je regardais la scène, mais je ne la subissais pas. Physiquement. Il y a d'abord l'instant du viol qui fait que après on n'est plus jamais la même personne qu'avant. Donc ça déjà il faut comprendre qu'à ce moment-là c'est comme une mort déjà. Si un viol détruit les victimes, il bouleverse également leurs proches. J'ai perdu une fille qui a été tuée et violée par Guy Georges. C'est évidemment un événement qui vous dessèche complètement. C'est-à-dire on est ce qu'on appelle sidéré. Là, c'est l'horreur qui démarre avec l'idée, on ne sait pas qui c'est, on ne comprend pas. On me disait des choses qui étaient complètement hallucinantes, quoi. Non seulement vous devez dealer avec votre peine, mais en plus avec l'intolérance des gens et l'a priori, moi c'est ce qui m'a le plus choquée. Que portait-elle ce jour-là? Est-ce qu'elle était aguicheuse? Ne profitait pas-elle du fait qu'elle soit particulièrement jolie? Enfin, des choses incompréhensibles, quoi, par rapport à l'horreur de ce qui est arrivé, quoi. Il y a une autre façon de voir que la société est plutôt du côté du violeur encore un peu maintenant. C'est cette expression, la dame s'est fait violer. Ça veut dire qu'elle a fait quelque chose pour être violée. En rien. Elle est victime de viol. Pendant longtemps,
Je souffrais beaucoup du fait que les gens me disaient bon, maintenant c'est fini, ça fait un certain temps, on peut passer à autre chose et en fait c'est pas si simple. Et ce qui est long, c'est d'accepter que ça ne sera jamais comme avant, mais sinon on peut avoir une très belle vie après. J'ai passé 8 ans de ma vie avec beaucoup de difficultés pour aujourd'hui enfin pouvoir dire que je suis une ex-victime et non plus une victime. Et vous, Amandine, après ce procès, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes une ex-victime? Non, parce que je serai toujours victime. J'ai du mal encore. Hein. Et là, vous avez été violée, vous aviez 17 ans. Dans quelles circonstances vous avez été agressée quand on dit que ce sont des gens qu'on connaît, que ça se passe dans un environnement connu aussi? Oui, puisque moi, c'était des gens que je connaissais depuis plusieurs mois. C'était dans le cadre d'un mouvement de jeunes. Donc 4 jeunes gens qui avaient quoi, votre âge à peu près? Oui, on avait tous le même âge. Donc vous les aviez rencontrés dans des circonstances de loisirs? Tout à fait. Et un soir, ils se retrouvent chez vous, donc vous êtes tous les 5 chez vous, qu'est-ce qui s'était passé? On dormait de temps en temps à droite, à gauche, enfin des fois chez les parents et les uns et les autres. Et là, il s'est avéré que c'était donc chez mes parents, qui s'étaient absentés pour le week-end. Et en fait, ils ont bu. Voilà. Moi, j'avais le béguin pour l'un d'eux, mais j'ai essayé de ne pas le montrer, puisque comme on était 5 et il y en avait 4 autres, je ne voulais pas, entre guillemets, faire de favoritisme. Mais et voilà, ça a dérapé. Quand vous dites j'avais le béguin pour l'un d'entre eux, c'est-à-dire qu'il s'est approché de vous, vous êtes les... Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il a commencé à m'embrasser. Donc, et c'était la première fois. Donc, et puis, à un moment, c'était dans la cuisine et il m'a allongée sur la table de la cuisine. Et là, je me suis dit, oh là là, attention, danger. Et j'ai fait non, 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 non. Et en fait, il a appelé ses copains pour me tenir. Des jeunes gens comme ça? Oui, bien sous tout rapport. Voilà. Famille bourgeoise, enfin bref. Et ils vous ont tous les 4 violés? Oui. Et quand les 4 garçons ont commencé à être sur vous, comment vous avez essayé de vous opposer, de dire que vous n'étiez pas d'accord Au début, je l'ai dit à lui. Et puis après, j'ai dû en effet le dire aux autres. Et puis quand vous êtes de... Je pense que quelque part, à un moment, on prend conscience de ce qui va se passer ou de ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, je suis partie, quoi. Je suis partie ailleurs. Enfin, votre esprit est parti ailleurs? Mon esprit est parti ailleurs, quoi. La chose s'est passée dans des conditions horribles que vous venez de décrire. Bon, c'était le soir, les garçons étaient se coucher dans la maison de vos parents, vous aussi. Le lendemain matin, vous êtes réveillés, vous êtes retrouvés pour le petit déjeuner. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Moi, rien. Rien, je ne pouvais pas. Vous vous sentiez comment? Très mal, parce que je savais qu'il a fallu, après ce qui s'était passé, que je me retrouve, c'est ce que disait Sébastien, je me suis mis dans la douche à me frotter, etc. Enfin, essayer de se nettoyer, de se laver et d'effacer tout ça. Et j'avais qu'une hâte, c'est qu'il dégage, quoi. C'était vraiment qu'il foute le camp. Mais ils ont dit un mot, ils ont dit quelque chose? Rien, rien. Comme si c'était rien passé? Tout à fait. Vous n'avez rien dit à personne sur le coup, après une agression pourtant qui a été d'une extrême brutalité. Je pense tellement brutale, à mon avis, c'est aussi pour ça que vous l'avez sans doute... Oui, enfin j'ai eu c'est vrai que j'ai tiré des sonnettes d'alarme quelque part parce que j'ai eu des problèmes scolaires, j'ai eu des problèmes de santé. C'est une époque où en effet je suis tombée dans les pommes comme ça d'un seul coup, où j'allais plus en cours. C'est-à-dire que je partais le matin, je prenais le bus, puis je revenais dans la journée à la maison. Donc voilà, et je me planquais dans ma chambre. Mais vos parents ont fini par le savoir, non, j'imagine? Non, enfin je signais les mots à leur place. J'ai imité les signatures, je signais les mots à leur place. C'est une vie très solitaire, très coupée des autres? Oui, je me suis... Enfin, ce qu'il y a, c'est que j'ai des frères et sœurs, et je fais tout fait pour faire semblant par rapport aussi à mes frères et sœurs. Je suis l'aînée, donc voilà. Et par rapport à mes sœurs, c'est vrai que j'ai eu des comportements très, très protecteurs, même très agressifs parfois. Ils ne comprenaient pas, ils disaient « mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, vous avez mis 5 ans à parler, donc pendant ces 7 ans à parler, pendant cette année, vous avez été extrêmement destructrice avec vous-même. Comment vous comportiez-vous vis-à-vis des hommes à ce moment-là? Ah ben, il n'y a rien.
Je veux dire rien. La première expérience que j'ai eue, moi, où j'ai décidé que ça allait être lui, je devais avoir 21 ou 22. Et en fait, je lui ai rien dit. Donc j'ai laissé faire les choses. Et après, j'ai fait « Ah, ouais, d'accord, c'est ça. Bon, ça ne planche pas tellement, voilà. » Et puis au bout d'un certain temps, il m'a dit « Bon, attends, là, on va s'asseoir, on va discuter parce que je pense qu'il s'est passé quelque chose. Et, enfin, que tu vas pas bien. » Et bon... C'est bien de sa part. Oui, mais en fait, c'était dans le sens où je ressens pas les choses. En effet, je suis cassée de l'intérieur, je ressentais plus rien, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui me touchait, je sentais pas. Voilà. Et lui, il disait, bon, je suis un homme quand même, ça devrait faire quelque chose, ça devrait marcher. Et non, ça marchait pas. Donc, c'était plus, je pense, pour le rassurer lui. À partir du moment où je lui ai avoué, je pense que ça l'a rassuré, et puis qu'après, voilà. Une fois que vous l'avez dit à lui, vous avez pu le dire aux autres? Non. Vos parents l'ont appris comment? En fait, j'ai une amie très proche qui a eu un bébé. Et je me suis retrouvée avec son bébé qui avait quelques heures dans les bras. Et à ce moment-là, j'ai pas la carapace qui s'est fissurée de partout. Et j'ai réalisé que si je continuais comme ça, je pourrais jamais faire confiance à un homme. Donc avoir un enfant et être maman. Et je lui en ai parlé à elle, et elle m'a dit il faut absolument que tu en parles parce que ça peut expliquer beaucoup de choses sur ton comportement, sur ta personnalité. Et un jour, je leur ai dit faut qu'on parle, et tout est sorti. Comment ont-ils réagi, votre papa? Je pense qu'ils se sont pris une grosse claque. Il y a eu des envies de vengeance? Ma mère, oui. Ma mère, elle a eu des envies d'aller mettre le bazar dans leur vie, de leur dire attendez, ma fille, est-ce que vous savez ce que vous lui avez fait? Et voilà. Donc, mais même moi, il y a des fois où je me dis mais bon, ça se trouve, ils sont mariés, ils ont des enfants, et ils m'ont même oublié si ça se trouve. Ils ont tellement été dans le déni que ça se trouve, ils ne savent même plus que j'existe. Ils peuvent avoir oublié quelque chose de pareil, Martine? Vous pensez qu'ils peuvent avoir oublié ça, les garçons? Ils vont toujours dire qu'ils l'ont oublié, mais je pense que c'est vraiment pas possible. Sauf que quand même, il y a du déni chez la victime pour supporter la souffrance. Ils le décrivent tous très bien, ils sont à côté de leur corps, mais ils sont aussi dans un état particulier, les violeurs, au moment de l'attaque. Donc la question de se remémorer complètement l'acte, c'est se considérer comme un violeur. Et ça, c'est la fin de la thérapie pour eux. Donc s'il n'y a rien de fait, si la justice n'est pas là, c'est possible qu'il y ait une amnésie. Une victime a combien d'années pour porter plainte? Alors, c'est 10 ans après un crime, mais en l'occurrence... Le viol est un crime, hein? Le viol est un crime, mais en l'occurrence, les viols sur les mineurs, c'est repoussé à 10 ans après la majorité et à 20 ans après la majorité en ce qui concerne les viols par personne ayant autorité ou par les ascendants. Donc jusqu'à 38 ans. Est-ce que ce sont des ascendants, là, en l'occurrence? Enfin, en tout cas, non. Vous comprenez ce que ça veut dire, quoi. Il est possible pour vous de porter plainte? Oui. Et vous ne le faites pas? Non. Mais ils ont probablement récidivé ou ils sont probablement des récidiveurs quand ils vous attaquent. En puissance? Je pense que ce n'est pas la première fois, dans le passé. Parce que ça a l'air vraiment trop bien organisé. Ils viennent tous, il n'y en a aucun des 4 qui s'élève moralement contre ce qui se passe. Donc, à mon avis, vous n'êtes pas leur première victime. Ni la dernière. À vous entendre, j'ai l'impression que vous conseillez justement d'aller vers la justice, alors. C'est indispensable. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et même si, comme en ce qui concerne Sébastien, cet homme s'est tué en prison, il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé. Et moi, je traite des familles entières parce que ça touche tout le monde. Les victimes ont toujours peur de faire du mal à leurs parents en leur expliquant ce qu'ils ont subi. Et il faut donc soigner les familles. Mais la justice, c'est une possibilité de mettre des mots sur des actes qui ont rendu ces victimes objets à elles-mêmes. Vous en êtes où aujourd'hui dans votre vie? C'est catastrophique, quoi. Voilà. J'ai eu des problèmes de poids. Moi, pendant longtemps, comme je me suis détachée de mon corps, il y avait moi d'un côté et mon corps de l'autre. C'était il y a combien de temps précisément que vous avez été violée? Ça va faire 20 ans dans quelques mois. Mais vous aviez quel âge au moment de ce viol? 17. Ces viols? 17. Donc vous étiez mineur. Et de toute façon, vos parents qui savent maintenant peuvent le signaler auprès du procureur. Mais ils ont apparemment... Est-ce qu'il y a prescription là? Maintenant, la justice a
pris conscience de l'aspect récidivant de ces troubles, ce qui fait que le procureur peut déclencher une enquête de police qui ira peut-être retrouver quelque chose qui s'est passé sur une victime qui est encore en âge de déposer plainte. Moi, je conseille toujours à toutes les victimes, même ayant largement dépassé le délai de prescription, de le signaler au procureur. Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis dans une optique de reconstruction et... Ça en fait partie. Oui, mais j'ai envie de tourner la page, quoi. Je n'ai pas forcément envie de revenir dedans. Là, c'est vrai que j'ai dit des choses... L'impression de la tourner aujourd'hui ? Vous avez l'impression ? J'aimerais qu'après ça me puisse m'aider. À vous libérer ? À me libérer, voilà. Être plus heureuse avec les autres, avec les hommes en particulier ? Voilà, oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez vous dire, je voudrais être du côté des victimes, à leur côté, plutôt qu'une victime ? Parce que si vous signalez ce qui vous est arrivé, vous êtes du côté des victimes potentielles. Et la solidarité entre victimes est très importante. Vous allez vous sentir plus relié au monde. À réfléchir. Ouais. Je vous laisse poursuivre cette réflexion, cette conversation. Je remercie tous nos invités, ils ont été très courageux aujourd'hui d'en parler. Rappelez-vous ces statistiques, comme la plupart de nos invités aujourd'hui, une victime sur 4 ne porte pas plainte contre son agresseur. Et pourtant, c'est une étape importante pour se reconstruire. Tout le monde dit ça. Et comprendre que l'on est victime, le viol est une agression, un rapt, un crime. Personne n'a le droit d'utiliser le corps de l'autre, qu'il se débatte ou pas, qu'il parle ou non. La violence psychologique peut être aussi forte et aussi dure que la violence physique. Encore merci à tous mes invités d'avoir fait face aujourd'hui. Je vous rappelle que 3 viols sur 4 se déroulent avec une personne que l'on connaissait déjà, qui est un ami proche, quelqu'un de la famille. Donc on n'imagine pas que ça puisse se passer. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à poser des questions aux enfants. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.